Traditionnellement, je vous souhaite la bienvenue au nom de François de Mazières, maire de Versailles. Vous me connaissez sûrement tous et toutes, mais bon, je le redis, je suis Jean-Marie Guinbert, directeur des affaires culturelles. Ça va faire maintenant près de 10 ans qu'avec l'équipe, nous avons créé ce cycle de conférences des grands amphis, qui ne portait pas ce nom-là au tout début. Il s'appelait l'Université ouverte, figurez-vous. Et c'est devenu le nom de l'institution qui abrite les cours auxquels fréquentent de nombre d'entre vous, puisque je crois reconnaître pas mal de visages. Alors non, ce n'est pas un cours auquel vous allez assister, mais bien mieux que ça, une conférence. Pour commencer, je voudrais présenter quelqu'un que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, soit parce que vous suivez ses cours à l'Université ouverte, soit parce que vous l'entendez sur les chaînes de radio ou à la télévision. Bref, il est un spécialiste de sa matière et pour cela, il est effectivement fréquemment invité sur de nombreuses ondes et de nombreuses occasions. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il était quand même temps que nous avions sous la main un spécialiste de la question de l'Asie et de l'Asie centrale. Il était naturel que nous l'invitions enfin un jour dans un grand amphi. Voilà, c'est désormais chose faite. Donc, après le bref préambule, je vais faire un préambule encore plus bref, parce que Emmanuel Linco m'a demandé de le présenter très brièvement. J'avais toute une bio de lui, j'étais parti sur un quart d'heure. Eh bien non, je vous dirais simplement qu'au-delà de ses fonctions au sein de l'Université ouverte, il est également professeur à l'Institut catholique de Paris, qu'il est sinologue, et qu'il est également directeur du département Asie de l'IRIS. Voilà, c'est tout ce qu'il a voulu que je dise, c'est tout ce que je dirais de lui, mais quand même, je vous citerai la raison pour laquelle il est là aussi, c'est-à-dire la présentation et le propos qu'il va développer autour de son ouvrage « Le très grand jeu, Pékin face à l'Asie centrale », qui est paru en 2024 aux éditions du CERF. Alors évidemment, si nous l'avons sollicité, c'est évidemment parce que c'est un sujet éminemment actuel. On parle beaucoup de ces questions aujourd'hui. Juste pour mémoire, mais c'est un triste anniversaire, mais en fait, comme par hasard aujourd'hui, nous sommes le 10 mars. Le 10 mars 1959, c'était l'invasion du Tibet par la Chine. Pas un très joli anniversaire, mais bon voilà, ça tombe comme ça. C'est une date anniversaire. Je tiens à signaler également que Emmanuel Linco, je n'avais pas lu son ouvrage de 2025, puisqu'il vient de sortir un nouvel ouvrage. J'en profite, puisqu'en février est sorti un ouvrage co-signé qui s'appelle « Asie, terre de conflit, enquête sur la nouvelle poudrière mondiale », qu'il a écrit avec Barthélemy Courmont, qui lui vient tout juste de sortir, puisque date de février. C'est vous dire, donc Emmanuel Linco n'arrête pas sur un sujet qui lui-même n'arrête pas de nous préoccuper, de nous occuper. Donc il va nous parler ce soir de son ouvrage précédent, mais j'imagine qu'il fera quelques incursions, bien évidemment, sur le nouveau, tout nouveau, qui va nous occuper aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ce très grand jeu... il a une longue histoire, parce qu'avant un très grand jeu, on parlait du grand jeu, n'est-ce pas? Quand c'était à l'époque, n'est-ce pas, ce n'était pas encore les Chinois, mais c'était les Anglais et les Russes qui se disputaient ces territoires, ce qui a donné lieu à quelques guerres, qu'ont réglé notamment avec brio nos amis afghans, notamment, qui ont réussi à résister à des puissances autrement plus puissantes qu'elles n'étaient. Mais il va nous montrer et nous expliquer comment cette logique de conflit de puissance sur ces zones territoriales parfois contestées se poursuivent encore aujourd'hui. Je tiens à vous dire également que les ouvrages que j'ai cités, les deux ouvrages d'Emmanuel Linco, vous pourrez tous les deux les trouver à la sortie quand vous partirez de cette conférence, puisque nous sommes une fois de plus avec notre partenaire, la librairie Antoine, qui vous les proposera à la vente et à la dédicace par l'auteur, quand vous voudrez bien sortir. Je tiens simplement à signaler également tout de même, parce qu'après, ce ne sera plus le temps, que cette conférence, le cycle se poursuivra. Vous avez encore 2 conférences à mettre à votre actif bientôt, dans le cadre de ces grands amphis. Une conférence de Marc-André Sellos, Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle, à partir d'un ouvrage paru récemment chez Actes Sud, absolument passionnant. Je vous le recommande vivement. Et le 12 mai, donc ça ce sera le 7 avril, et le 12 mai 2025, Jean-Gabriel Ganassia pour son ouvrage « L'IA expliquée aux humains », récemment paru également aux éditions du Seuil. Ouvrage absolument remarquable dont je vous recommande la lecture si vous voulez comprendre quelque chose à l'IA, ce qui n'était pas mon cas. Et j'ai compris beaucoup plus de choses depuis que je l'ai lu. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence et je vous prie de
Il va vouloir m'expliquer pour la longueur de mon propos. Maintenant, place au propos de notre invité, Emmanuel Linco. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à Julie et Christophe et Pietro de leurs efforts soutenus sur la longue durée, durant toutes ces années qui m'ont permis, en effet, d'enseigner ici même. Et donc, oui, on en a parlé il y a quelques mois. Pourquoi ne pas organiser une conférence sur les rapports entre la Chine et l'Asie centrale? Et bon, là, vous avez un PowerPoint que vous pourrez récupérer qui va nous présenter d'une manière très générale, sous la forme de cartes et de quelques visuels, un certain nombre de fondamentaux sur l'Asie centrale, qui est une région, rappelons-le, qui nous est quelque peu familière pour des raisons notamment mythologiques, et j'y reviendrai dans un court instant, c'est-à-dire que la culture grecque, entre autres, s'est développée jusqu'aux portes de la Chine par l'entremise d'Alexandre le Grand. Et il en reste quelque chose, que vous alliez au Tadjikistan, au Pakistan, dans tous ces pays ex-républiques de l'Asie centrale, il y a des vestiges très nombreux de cette présence grecque. Donc quelque part, c'est une vaste région qui nous est familière. Elle l'est aussi pour des raisons géographiques évidentes par rapport à la Chine, c'est-à-dire que c'est une région, comme on le dit, le terme est souvent à la mode, repris par les historiens, connectée sur le temps long avec la Chine, précisément. Ce sont les fameuses routes de la soie. Donc, quelque part, ce n'est pas terra incognita. L'Asie centrale est intéressante pour cela, même s'il y a eu des phases d'oubli qui sont liées essentiellement, je dirais, à des raisons idéologiques, c'est-à-dire que pendant près de 80 ans, pour cause de soviétisme, à moins d'être un compagnon de route du Parti communiste soviétique, il était rare de pouvoir aller à Samarcande ou bien dans des régions riveraines telles que le Kirghizistan ou le Tadjikistan. Et à partir de 1991, suite à l'effondrement du bloc soviétique, cette région s'est réouverte. Et elle compte de plus en plus, bien sûr, je vais y revenir, pour diverses raisons, culturelles bien sûr, mais pour nos géopoliticiens et dirigeants, ce n'est sans doute pas le premier des paramètres, bien sûr. Elle se réouvre et elle intéresse de plus en plus le plus grand nombre parce que c'est une région très riche, bien sûr, en hydrocarbures, en minerais de toutes sortes. Et je l'ai appris d'ailleurs aujourd'hui, le 20 mars prochain, le président ouzbek se rendra en France, ce qui est quand même assez intéressant et fait suite au voyage d'Emmanuel Macron effectué en novembre 2023, successivement au Kazakhstan et en Ouzbékistan, qui sont des pays évidemment très importants d'un point de vue de leurs ressources en uranium. Donc si l'on veut construire davantage de centrales nucléaires et sans uranium africain, eh bien il faudra bien s'approvisionner ailleurs, c'est-à-dire en Asie centrale. Bon. Voilà quelques évocations qui nous permettent de dire que, encore une fois, c'est une région qui n'est pas si lointaine. Et hélas, elle ne l'est pas non plus pour des raisons conjoncturelles, c'est-à-dire, alors là vous avez un peu d'historiographie, le livre que monsieur le directeur a rappelé est celui d'un collègue qui a été publié également la même année de Michael Levistone, Asie centrale, Le Réveil, hein, qui sont les deux livres français les plus récents précisément sur la région. Mais pour des raisons conjoncturelles, l'Asie centrale nous a rappelé à son bon souvenir, tout d'abord avec les attentats qui ont eu lieu en Russie, à Moscou, au Crocus City Hall, des Tadjiks qui ont été arrêtés après les attentats, comme vous le voyez, et passés à tabac par les services du FSB. Et en réalité, ces attentats s'inscrivent déjà sur le temps long, sur
une poursuite, une généalogie de faits terroristes survenus, y compris sur notre territoire. Rappelons évidemment l'assassinat de Samuel Paty, assassiné par un terroriste d'origine tchétchène. Et ce n'est pas un exemple isolé, encore une fois. En 2016, Istanbul a été frappé par des terroristes ouzbeks, ce qui montre bien qu'il y a un phénomène de diversification des actes terroristes qui se réclament de l'une ou l'autre de ces deux grandes obédiences que l'on connaît, Al-Qaïda la plus ancienne et Daesh la plus récente. Et de ce point de vue-là, la Chine n'est pas en reste, puisque la Chine a été confrontée aussi à des attentats nombreux sur son territoire. Nous y reviendrons sans doute, que ce soit au Xinjiang ou à Pékin même, il y a quelques années, si bien que d'un bout à l'autre de l'Eurasie, tous sont concernés évidemment par ces excès de violence qui peuvent trouver des explications par ailleurs tout à fait rationnelles, et on y reviendra à terme. Évidemment, cela est lié à un contexte politique beaucoup plus général. Mais avant d'aller plus avant justement dans cette présentation, je rappellerai le fait que l'Asie centrale, tout d'abord, est marquée par une très très grande diversité d'un point de vue de la géographie physique, pour commencer, pour savoir où l'on met grosso modo les pieds. Pour aller très vite et faire une présentation à la hache, l'Asie centrale est marquée par une diversité ponctuée de montagnes, de déserts et de steppes. Bon, c'est la première chose d'ailleurs qui a frappé les orientalistes russes. Réécouter ce soir dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine, où la danse du sable son nom m'échappe parce que je suis fatigué, voilà, merci. Eh bien, voilà, il y a évidemment des référents très forts qui sont liés, je dirais, à une forme de déterminisme géographique. Et donc, il y a un certain nombre d'invariants structurels dans l'imaginaire, y compris des Européens, qui restent pérennes, bien sûr. Quand on pense à l'Asie centrale, comme je le disais tout à l'heure, on pense à Alexandre le Grand et on pense aux conquêtes de l'Hindu-Kush et des Pamirs. Bon, les Pamirs, les voici. C'est une longue chaîne de montagnes qui traverse toute une partie, évidemment, de cette aire géographique, et particulièrement riche par ailleurs en eau, ce qui est fondamental parce que vous avez là déjà un élément d'explication pour comprendre les rivalités géopolitiques entre ceux qui ont de l'eau et ceux qui n'en ont pas. Grosso modo, le Kirghizistan et le Tadjikistan, qui de ce point de vue-là sont plutôt bien dotés, puisque les deux fleuves principaux à traverser l'Asie centrale sont le Syrdarya et la Moudarya, qui prennent leur source précisément au Pamir. Et puis le reste de l'Asie centrale, c'est-à-dire toute la partie occidentale, l'Ouzbékistan avec son désert de Kizilkoum ou Turkménistan, souffrent de leur manque en eau précisément. Donc c'est une région évidemment confrontée à un stress hydrique et des rivalités géopolitiques qui ne sont pas totalement isolées. Vous avez de ce point de vue-là un symétrique de situation entre cette partie du monde et la région entre la Turquie et la Mésopotamie, pour aller vite. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples. Bon. Voilà l'un des grands fleuves qui constitue la Mésopotamie de l'Asie centrale, donc littéralement en grec, Mésopotamos, la région située entre les deux fleuves, la Moudarya et le Syrdarya. Et la Moudarya, depuis les chroniques grecques, associe l'épopée d'Alexandre à la traversée de l'Oxus, nom ancien donné
à l'Amou Daria précisément. Et c'est l'un des très grands fleuves, désormais quasiment endigué depuis des travaux pharaoniques entrepris à l'époque stalinienne, mais cela n'a pas toujours été le cas, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un fleuve particulièrement impétueux, qui est, comme souvent dans l'histoire des hommes, par ailleurs, associé à l'histoire des grandes civilisations de l'Asie centrale. Évidemment, les grandes cités, États, se sont développés à proximité de ce fleuve, comme l'ont été celles du Nil pour l'Égypte ou de la Chine pour le fleuve Jaune, bien sûr. Et comme je le disais, l'autre grand topos de la géographie physique de l'Asie centrale, ce sont les montagnes. Donc nous avons vu les Pamirs, mais vous avez aussi toute la région centrale de l'Asie centrale, savoir donc l'Afghanistan et ses hautes montagnes et ses lacs, comme vous le voyez, comparables d'un point de vue géologique aux lacs qui ont été formés au Tibet. Et monsieur le directeur évoquait justement ce triste anniversaire de la conquête chinoise du Tibet. On pourra y revenir en effet, même si le Tibet est situé marginalement par rapport à l'Asie centrale. En effet, cette implication de la Chine dans cette région des hauts plateaux et de l'arc himalayen annonce déjà à l'époque son grand retour en Asie centrale même, en Asie centrale soviétique précisément. Et puis l'image d'Épinal, ce sont évidemment les steppes et le monde du cheval, bien sûr. Alors, ce sont les grands stéréotypes que l'on sait, entre des mondes sédentaires, pour aller vite, les Ouzbeks, et des mondes nomades, les Khazars, qui en langue turque désignent les hommes nomades et qui ont donné le nom de l'identité kazakh. Bon. Mais au départ, c'est une entité nomade. Et le Kazakhstan en soi est un monde qui équivaut, je vous montrerai évidemment des cartes tout à l'heure, en superficie à l'Union européenne. Donc c'est absolument gigantesque et sous-peuplé, c'est-à-dire moins de 20 millions d'habitants. Il y a peut-être autant de chevaux que d'habitants par ailleurs. Et bon, c'est un pays immense, encore une fois, victime de ce que les géographes appellent la tyrannie de la géographie, c'est-à-dire immense, sous-peuplé, donc difficile à mettre en valeur, alors que ce pays possède absolument tout. On y reviendra sûrement. Toute la table de Mendeleïev se trouve dans les sous-sols du Kazakhstan. C'est énormissime. Bon, et là, vous avez une autre clé qui vous permet de comprendre ce pourquoi la Russie y est particulièrement attachée, mais aussi la Chine voisine, bien sûr. Et pas que, bien sûr, des puissances moyennes telles que la France s'y intéressent de plus en plus. Autre chaîne de montagnes qui tranche avec la perception très générale que nous avons d'une Asie centrale plate. Elle peut l'être, mais en même temps, au Kazakhstan, vous avez une vaste chaîne de montagnes, les Tian Shan, les montagnes célestes. Ce nom propre est un nom chinois et qui se prolonge jusqu'en Chine, précisément, via l'Ouzbékistan, et avec des massifs de plus de 3000 mètres. Bon. La Chine, bien sûr, et nous y reviendrons, est aussi un pays de l'Asie centrale. On a tendance à l'oublier. C'est vrai, étant donné ces oasis qui lient la Chine sur le temps long à l'histoire de l'Inde et l'histoire de l'Asie centrale. Donc c'est une puissance centra-asiatique qui déborde précisément sur la partie occidentale qui est l'Asie centrale ex-soviétique, et puis cette partie ouest de la Chine, sur laquelle nous reviendrons, qui est essentielle, puisque c'est une région qui est tentée, en tout cas pour sa minorité que sont les Ouïghours, par un certain séparatisme vis-à-vis du pouvoir de Pékin. Cette vaste région, donc, est une région musulmane. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, la Chine, sur le temps long, a des affinités très grandes avec le monde arabo-persan et donc avec l'Asie centrale.
Alors, je passe sur tout cela pour arriver sur l'essentiel, c'est-à-dire la carte de l'Asie centrale en tant que telle. Et je vais aller là aussi très vite dans la présentation des enjeux et de ces différents pays pour ensuite aborder la relation Chine-Asie centrale. Tous les pays que vous voyez ici sont des pays nés de l'éclatement de l'Union soviétique, qui ont proclamé leur indépendance en 1991. C'est un phénomène tout à fait considérable, hein, comme le rappelait, c'est peut-être l'une des rares assertions justes que l'on puisse prêter à Vladimir Poutine. C'est véritablement une catastrophe pour le monde russe et pour l'ex-Union soviétique que la perte de l'Asie centrale. Incontestablement, c'est un peu, si vous voulez, une région qui constitue le précaré des intérêts russes sur la longue durée. C'est-à-dire que cet intérêt russe sur la longue durée se manifeste en réalité dès la fin du XVe siècle. Donc c'est un processus au très long cours qui commence tout d'abord, comme souvent dans l'histoire des hommes, par des incursions individuelles des aventuriers qui s'intéressent aux ressources de la région, qui parfois iront même beaucoup plus loin, c'est-à-dire en Sibérie, qui pour devenir forestiers, qui pour devenir trappeurs ou possiers, c'est-à-dire spécialisés dans la vente des peaux, PAUX, qui est surtout la minorité allemande de la Volga, qui sert d'intermédiaire entre les marches russes et l'Europe qui compte, c'est-à-dire l'Europe de la Hanse, l'Europe de la Baltique, qui servent donc d'intermédiaire entre l'Asie centrale pour la vente notamment des fameux tapis de Boukhara, et qui remontent via la Volga jusqu'à la Pologne. Et d'ailleurs, dans toutes les chroniques des 15e, 16e siècles, lorsqu'on parle de tapis de Boukhara, on les appelle des Polonais. Ce n'est pas le fait du hasard. Dürer, qui vit beaucoup moins de sa peinture que de la vente de tapis, évoque les Polonais qu'il met en vente depuis Venise. Donc c'est un terme générique qui désigne des tapis de l'Asie centrale vendus souvent par des intermédiaires allemands du monde russe. Bon. Et militairement parlant, dès le XVe siècle, la Russie entreprend une politique, à l'instar des Espagnols chrétiens, de reconquista, de reconquête. La reconquête de territoires perdus, en l'occurrence contre les Mongols, contre les Tatars. Et donc le premier, évidemment, à donner le là, c'est Ivan IV le Terrible, et il aura moult successeurs, en passant par Pierre Ier de Russie, Catherine la Grande, qui sera à l'origine de l'établissement de villes-garnisons à travers l'Asie centrale, et quelque part, les soviétiques s'inscrivent dans la continuité de cette colonisation russe, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui intéresse les Russes sur le temps long? Plusieurs choses. La première, on l'a souvent dit, c'est un tropisme qui marque toute la politique étrangère de la Russie depuis toujours. L'accès aux mers chaudes. Bon. Donc, il faut s'emparer de territoires pour accéder à des régions stratégiques. Et l'Asie centrale, comme vous le voyez, jouxte bien sûr l'Iran, l'Afghanistan, et au-delà, c'est la mer. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est lié évidemment à une politique expansionniste dont Vladimir Poutine est l'un des héritiers, bien sûr, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que l'on s'étend parce qu'il y a, y compris bien sûr à l'époque soviétique, une culture impériale qui est à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'un empire, au contraire d'un État-nation? C'est une configuration politique qui n'a pas de limites, ou qui peut avoir des limites, comme on dit en latin, des limes, mais des limites qui ne sont jamais définies juridiquement parlant. C'est-à-dire qu'à la différence d'un État-nation, vous n'avez pas le respect d'une frontière intangible et partant le respect de la souveraineté d'un État.
Donc un empire, c'est, pour prendre une sorte d'image, si vous voulez, une sorte de pneuma, avec une inspiration et une expiration, et donc tous les empires, au gré des circonstances, croissent ou diminuent, voire disparaissent. Mais fondamentalement, ce que nous vivons, bien sûr, depuis 2022, voire 2014, par rapport à l'Ukraine, c'est ni plus ni moins une volonté russe de reconstituer un empire. C'est un pays qui n'a jamais renoncé à sa culture impériale. Mais il n'est pas le seul. C'est vrai pour la Turquie d'Erdogan, c'est vrai pour l'Iran, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour l'Inde. Les États-nations, en définitive, proportionnellement parlant, sont en minorité, bien sûr. Bon. Donc, tropisme russe que de s'engager tous azimuts, tantôt vers l'ouest, vers les régions périphériques. Il ne vous a pas échappé que le mot Ukraine, en langue russe, signifie la périphérie. Bon. Mais aussi la périphérie centra-asiatique, qui, au commencement, semble exotique, évidemment, un peu, si vous voulez, comme la conquête de l'Algérie en 1830 par les Français. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'il y a des ressources que l'on peut exploiter, et que l'on peut exploiter par la convocation, évidemment, d'un pouvoir régalien. Donc un pouvoir de l'État qui veille à aménager le territoire et rentabiliser évidemment la production locale. Alors, qu'est-ce qui intéresse les Russes, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, et d'ailleurs le prolongement de l'axe ferroviaire Saint-Pétersbourg-Tachkent, c'est fin XIXe. Bon. Avant, ça reste très évanescent, je dirais. Il n'y a rien de structuré. À partir de la fin du XIXe siècle, on met en culture la Mésopotamie ouzbèque, parce que ce sont des terres arables qui sont bien irriguées par les deux fleuves que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et puis, donc, on va cultiver du coton. Et il en reste quelque chose, l'Ouzbékistan est encore à ce jour l'un des principaux producteurs de coton au monde. Et comme souvent, l'histoire de la révolution industrielle britannique précède de quelques années un schéma tout à fait identique. Une monoculture de ce type permet aussi le développement industriel. Donc, la Grande-Bretagne l'a connu avec la mise en valeur de Calcutta, en Inde. Pour les Russes, la mise en valeur de l'Ouzbékistan, et en particulier de la région de Samarcande, va permettre le développement industriel de Saint-Pétersbourg. Voilà, vous avez une filiation directe entre les deux. Et partant, évidemment, tout un prolétariat naissant à partir de la fin du XIXe siècle en Asie centrale, et l'imposition dans un rapport, somme toute, très classique, dans un rapport dominant-dominé, un rapport de normes qui sont celles imposées par la culture russe. C'est-à-dire que vous allez apprendre le russe, parce que c'est la langue de la promotion sociale. Et donc la langue de Pouchkine s'impose à tous. Chose très intéressante pour actualiser le propos, aujourd'hui, de moins en moins d'écoliers apprennent le russe. On est dans un processus de décolonisation, véritablement. Ça prend du temps. Ça a été voulu dès 1991 par certaines administrations de pays indépendants de l'Asie centrale comme l'Ouzbékistan. Ça a été même très violent, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les administrations ont interdit le russe, donc décalage total entre les générations, les personnes déjà d'un certain âge étaient complètement perdues, et un très grand nombre d'entre elles ont été obligées de quitter l'Ouzbékistan pour aller en Fédération de Russie, où on ne les attendait pas vraiment. La première fois, moi, où je suis allé en Russie quand j'étais mûr et vacciné, c'est-à-dire dans les années 90, eh bien, je revois encore la queue devant les magasins. Les gens étaient hantés par le spectre de la faim.
Et donc, voir autant de Russes, 16 millions tout de même, 16 millions de Russes des régions des États baltes, de l'Ukraine, de l'Asie centrale, refluer vers la Fédération de Russie, alors que la Russie est en chute libre, que son économie vacille. Évidemment, ces Russes de l'extérieur ne sont pas les bienvenus. Vous avez un phénomène identique à celui des pieds noirs. C'est exactement le même. C'est-à-dire que vous partez, eh bien, vous assumez. Bon. Alors, ce départ des Russes, d'ailleurs, de l'Asie centrale, n'a pas été égal. C'est-à-dire qu'au Kazakhstan, la plupart des Russes sont restés. Parce que le Kazakhstan a eu, de ce point de vue-là, une politique beaucoup plus souple, beaucoup plus intégratrice, comprenant par ailleurs que l'élite qui faisait tourner la machine économique était russe. Bon. Et on y reviendra si nous avons le temps. Le Kazakhstan est un pays, comme je disais, richissime et un pays fort bien doté. Il le doit évidemment à la présence russe jusqu'en 1991 et il le doit indirectement à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Parce que en 1941, Staline délocalise l'appareil industriel, quand cela peut être encore fait, à l'est de l'Oural, c'est-à-dire principalement au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Donc du jour au lendemain, le Kazakhstan, qui était encore une fois un pays nomade, et un pays de camps, de goulag, s'est retrouvé avec des infrastructures industrielles dès l'année 1942 absolument énormissimes, notamment le fameux site de Baïkonour, que l'on connaît tous, avec ses pas de tir qui ont été employés et par les Russes et encore récemment par les Français. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Donc, ce reflux des communautés russes n'a pas été égal, comme je le disais. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'Asie centrale, dans l'imaginaire russe, reste encore une affaire de cœur. C'est encore extrêmement sensible. C'est peut-être aussi sensible, si vous voulez, que la relation charnelle entre les Français et certains pays du Maghreb. Voilà. Donc, quelque part, c'est un peu chez nous, et en même temps, c'est plus vraiment chez nous. Comme je le disais, j'ai retrouvé, grâce à vous, le nom du compositeur, Khatchatourian et bien d'autres. Vous lisez aussi la littérature russe du 19e siècle, hein, les Tolstoï, les Tourgueniev, etc. Tous participent d'une fascination pour l'Asie centrale. Et c'est même, je dirais, un gage de virilité pour les jeunes hommes russes. Tu deviendras un homme, mon fils, si tu vas en Asie centrale. Donc il en reste quelque chose. Ça reste très prégnant dans la culture russe. Et il ne serait pas surprenant que M. Poutine ait encore des vues, évidemment, sur cette région, sachant par ailleurs que par des protocoles d'accord qui datent de 1991, les Russes ont conservé des bases militaires très importantes dans la région, principalement au Kirghizistan et au Tadjikistan. Et rappelons, pour actualiser le propos, qu'un mois seulement avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc en février 2022, en janvier 2022, la Russie, dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective qui rassemble, c'est une sorte d'avatar, si vous voulez, du pacte de Varsovie, mais avec les ambitions en moins. Hein. Mais vous avez les Biélorusses, évidemment, qui y sont associés. Et donc l'OTSC, ainsi appelé, est intervenu, principalement des Russes, au Kazakhstan en janvier 2022, pour préserver le pouvoir vacillant de l'actuel encore président Tokayev. Ce qui montre bien que les Russes, évidemment, sont très sourcilieux de maintenir une emprise dans la région. Bon. Alors, voyons très rapidement quels sont ces différents pays, et ensuite on passera à la Chine dans ses rapports à l'Asie centrale.
Comme je le disais, le Kazakhstan est le pays qui est sans doute le pays le mieux doté de toute la région. D'une manière générale, les géographes établissent une sorte de diagonale, hein. Ils aiment bien schématiser les choses, mais il y a toujours du vrai, évidemment, dans cette rationalisation de l'espace. Les deux pays qui s'en sortent le mieux depuis 1991, pour aller très vite, c'est le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Donc le Kazakhstan, nouvelle capitale Astana, elle s'est appelée Nour-Sultan à l'époque où le président Nazarbayev avait la folie des grandeurs et donc avait baptisé cette ville nouvelle la lumière du sultan, évidemment s'auto-désignant sultan. Bon. Et Nour-Sultan, qui est situé au milieu de nulle part, hein, c'est-à-dire dans le grand nord du Kazakhstan, il fait moins 30 hein, en ce moment, hein, c'est continental. Donc quand vous êtes nommé diplomate au Kazakhstan, c'est pas forcément une promotion, hein, vous voyez. Bon. Mais en tout cas, ce pays a décidé, première décision politique forte dès 1991, de transférer la capitale plus au nord, c'est-à-dire loin de la frontière chinoise. Vous voyez, c'est une façon évidemment déjà de prendre du champ et d'annoncer la couleur, si je puis dire. Bon. Et comme je le disais tout à l'heure, tyrannie de la géographie, donc moins de 20 millions d'habitants, une population essentiellement regroupée évidemment dans les régions plus méridionales, où il fait plus chaud, et là même où se trouvent les ressources pétrolières du côté de la mer Caspienne. Bon. Car outre le fait que le Kazakhstan soit un grand producteur de minerais, c'est évidemment un géant dans le domaine des hydrocarbures et du gaz aussi. Bon. Et ce pays est un pays extrêmement enclavé, c'est-à-dire que c'est l'un des pays avec l'Ouzbékistan les plus éloignés de la mer. Enfin, de la mer, pas de la mer Méditerranée comme la mer Caspienne, hein, de l'océan. Bon. Et donc, évidemment, là, encore une fois, on est obligé d'en tenir compte. Déterminisme géographique oblige. Vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Si vous voulez exporter vos ressources, c'est soit par la Fédération de Russie, soit par la Chine. Il n'y a pas d'autre chemin. Pourquoi? Parce que, vous allez me dire, vous pourriez me rétorquer, ah, il y a l'Ouzbékistan et le Turkménistan, mais on va y revenir. Les relations entre ces différents États ne sont pas empreintes de la meilleure, de la plus grande chaleur. Voilà, hein, pour dire les choses d'une manière toute diplomatique. Bon. Donc c'est un pays qui est obligé de composer avec ses deux grands voisins. Et partant, celui-ci a défini d'une manière très, très rhétorique les choix de sa politique étrangère en qualifiant sa politique de politique multivectorielle. Bon. En réalité, tous font de la politique multivectorielle, c'est-à-dire que on essaye de louvoyer entre les uns et les autres pour essayer de se singulariser et pour essayer de maintenir évidemment son autonomie. Bon. Néanmoins, c'est extrêmement difficile et il y a une interdépendance grandissante entre le Kazakhstan et la Chine. Disons-le d'ailleurs par anticipation, ce n'est pas le fait du hasard si Xi Jinping, le président chinois, a choisi le Kazakhstan pour prononcer son discours inaugural de lancement des nouvelles routes de la soie en 2013, quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir. Parce que c'est un pays évidemment incontournable, notamment pour la Chine, bien sûr, et c'est un avantage certain, à contrario pour le Kazakhstan, et c'est une voie de passage obligée pour les projets ferroviaires chinois à destination de l'Union européenne. Alors, qui sont évidemment, pour cause de guerre en Ukraine, pour le moment en souffrance. Mais il y a fort à parier que lorsque la guerre sera quelque peu achevée, eh bien, ce projet reprendra, bien sûr. Là aussi, vous avez une autre équation
vue de Chine qui est absolument essentielle. Le Kazakhstan, certes, c'est important, mais le Kazakhstan est l'un des États permettant d'acheminer des marchandises, donc d'exporter et d'importer à destination ou en provenance de l'Union européenne, qui reste encore à ce jour le premier partenaire commercial de la Chine. Ça, il ne faut jamais l'oublier. L'Union européenne, première puissance économique du monde. L'Union européenne, premier partenaire commercial de la Chine. Donc, si les relations se gâtent entre la Chine et l'Union européenne, il y aura plus de dégâts du côté chinois que du côté européen. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut avoir bien sûr en tête. Bon, je referme la parenthèse. L'Ouzbékistan voisin, comme je le disais, est aussi un pays qui se porte plutôt bien sur le plan économique, même s'il cherche à se diversifier d'un point de vue économique, c'est-à-dire remplacer notamment la monoculture du coton, qui reste encore une culture de pauvres. Le coton, dans l'histoire des hommes, a toujours été associé notamment à l'histoire de l'esclavage. C'est vrai en Amérique, c'est vrai en Égypte, c'est vrai en Asie centrale précisément. Donc, se défaire évidemment de cette culture qui est par ailleurs énergivore en eau. Déjà, on n'a pas beaucoup d'eau, et en plus de ça, ça coûte très cher en eau. Bon. Et donc, on essaye de changer de paradigme économique pour avoir une économie autour du secteur secondaire, donc manufacturée par le développement d'industries et en introduisant en Ouzbékistan des entreprises d'origine étrangère. Alors lesquelles, dans le domaine de l'automobile, par exemple. Vous avez General Motors qui a investi en Ouzbékistan, des voitures, soit dit en passant, qui ne se vendent qu'au niveau du marché local. Vous ne trouverez pas des General Motors made in Ouzbékistan à Paris. Ou alors vous me prévenez, parce que là, il y aurait un changement. Daewoo aussi. Alors ça, c'est une histoire assez intéressante, même si elle paraît anecdotique. Elle est liée aussi à l'histoire des minorités même de ce pays. C'est-à-dire dans les années 30, Staline a fait déporter des centaines de milliers de personnes d'origine très diverses, je vais très vite y revenir, parmi lesquelles des Coréens. On oublie trop souvent que les Coréens ne sont pas tous à vivre sur la péninsule coréenne. Vous avez aussi des Coréens en Sibérie, vous en avez beaucoup en Chine aussi, qui constituent en fait une troisième Corée qui ne dit pas son nom. Et en 1991, ces Coréens, notamment de Samarcande, qui sont au nombre de 30 000, 35 000, ont fait appel à des entreprises sud-coréennes, qui étaient évidemment les bienvenues. Si bien que vous avez des liens forts entre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan par le truchement de cette minorité. Très vite d'ailleurs, avant que cela ne m'échappe, quelques mots sur ces différentes minorités. C'est lié là aussi à un extraordinaire brassage qu'a connu l'Asie centrale dans les années 30 et qui confère en fait à l'Asie centrale un statut de laboratoire dont on pourrait voir une sorte de préfiguration de ce que l'on a appelé beaucoup plus tard la globalisation au niveau du monde. En fait, c'est une petite globalisation, mais une globalisation déjà tout à fait ambitieuse et souvent tragique d'ailleurs pour l'histoire de ces minorités. Alors dans le désordre, comme elle me traverse le cerveau, vous avez les Grecs d'Odessa par exemple, qui ont été déportés par Staline au début des années 30 au cœur de l'Asie centrale. Bon. Vous avez les Allemands de la Volga dont je parlais tout à l'heure, qui pour des raisons évidemment politiques, soupçonnés de collusion avec le pouvoir nazi, ont été déportés à leur tour, pour beaucoup en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Et chose assez étrange qui est liée à une relative permissivité dans ces régions du système stalinien, et qui est liée surtout à une présence en amont de cette même minorité à l'époque des Romanov. Quand vous allez à Tachkent, vous avez à la fois des églises orthodoxes, des mosquées bien sûr, majoritaires,
mais aussi des églises catholiques polonaises et protestantes allemandes. Voilà, c'est ça l'Asie centrale, avant même la stalinisation de la région. Et puis vous avez les Tchétchènes. En 1942, il faut bien dire ce qui est, nombre de Tchétchènes sont prompts à vouloir s'allier avec les nazis contre les soviétiques. Et donc Staline va déporter 2 millions de Tchétchènes au cœur de l'Asie centrale. Et les plus chanceux ne rentreront en Tchétchénie que dans les années 80, quelques années seulement avant l'effondrement du bloc soviétique. Donc vous ne comprendrez pas l'état de haine qui anime les Tchétchènes et les Russes sans vous référer évidemment à ce précédent historique particulièrement marquant. Les Coréens, je l'ai dit, les Juifs aussi, ne l'oublions pas, parce que dans sa bonté, Joseph Staline avait décidé de créer une république juive du Birobidjan, comme par hasard en Sibérie, loin. Et celle-ci, d'ailleurs, existe aujourd'hui encore. Alors, il n'y a presque plus de juifs, d'ailleurs, dans cette ancienne république du Birobidjan soviétique. La plupart d'entre eux ont quitté, évidemment, l'Union soviétique pour rejoindre Israël. Mais donc, il y avait évidemment cette idée. Et puis... vous aviez bien sûr des Ukrainiens, des Polonais, je l'ai dit, bref, toutes sortes de minorités, des Arméniens aussi, qui avaient été déportés par Staline. Et moi, je me souviens encore, à la fin des années 90, prendre le métro à Tachkent, c'est l'un des grands métros de l'ex-monde soviétique, et d'une station à l'autre, on passait d'une langue à l'autre. Donc on passait de l'ouzbek à l'arménien, de l'arménien au tadjik, du tadjik au russe, etc. etc. Donc globalisation à l'échelle non pas d'un continent, mais d'un sous-continent. Bon, voilà, ça c'est l'idée. Alors pour revenir à l'Ouzbékistan, capitale Tachkent, c'est le pays le plus peuplé de l'ensemble de la région. C'est-à-dire que vous avez 35 millions d'habitants et en 2050, d'après tous les démographes, on devrait dépasser les 50 millions d'habitants. Donc c'est un pays peuplé, un pays riche également, je l'ai dit, un peu moins doté que le Kazakhstan voisin, mais qui possède de l'uranium, qui possède du gaz, bien sûr, et qui, étant donné la croissance même de sa population, intéresse les investisseurs étrangers, dont les Chinois, qui y voient bien sûr un marché d'avenir. Bon. Et l'Ouzbékistan, alors vous le voyez sur cette carte qui n'est pas très bonne, surtout vue de loin, bon, mais vous aurez le PowerPoint qui vous sera remis. L'Ouzbékistan, aurait dit De Gaulle, c'est une sorte de machin, vous voyez, qui est totalement improbable d'un point de vue de ses frontières. Et pour cause, ces frontières sont totalement artificielles. Elles ont été créées d'abord par Lénine, un peu modifiées par son successeur Staline, comme toutes les autres républiques. Et donc, s'il y a un exemple qui démontre qu'il n'y a pas de frontières naturelles, c'est bien celui-ci. Donc, la capitale est... à l'est, tandis que le pays qui compte d'un point de vue de ses ressources gazières est à l'ouest, c'est-à-dire désert du Kizilkoum, les grandes oasis que sont Riva, Bukhara et Samarcande. Et à l'est, néanmoins, vous avez une vallée très belle, la vallée dite du Fergana, qui est une enclave dans la région des Pamirs et qui est un lieu à radicalité islamiste depuis les années 90. C'est un réservoir quasi inépuisable de candidats au djihadisme international. Bon, je referme la parenthèse, mais en tout cas l'Ouzbékistan se trouve confronté à une situation assez délicate pour l'avenir, c'est-à-dire une population très jeune qui ne cesse de croître
et une population que l'on a du mal, évidemment, à intégrer sur le marché du travail. Voilà. Sachant par ailleurs, et ça aussi je le dis par anticipation, que les régimes des pays de l'Asie centrale, on ne va pas tourner autour du pot, sont tous des dictatures. Bon. Après, on peut nuancer dans le vocabulaire des sciences politiques. D'une manière générale, ce sont des dictatures patrimoniales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le clan de la famille présidentielle possède les 3/4 des ressources. Bon, c'est un grand classique, comme en Afrique subsaharienne, c'est exactement la même chose. Donc, évidemment, pas de démocratie. Néanmoins, une démocratie qui ne dit pas son nom, et j'y reviendrai, je l'espère, si nous avons suffisamment le temps, un véritable contre-pouvoir qui, sur le temps long, n'a cessé de s'exercer, c'est le contre-pouvoir exercé par les confréries, c'est-à-dire donc le pouvoir soufi, qui constitue un véritable pouvoir au sein de la société civile contre le pouvoir central. Et ça, évidemment, c'est assez intéressant parce que, quelque part, le pouvoir ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'il est obligé de composer avec le pouvoir des confréries qui, sans doute, constituent ce que l'on appelle plus généralement l'État profond. Alors, l'État profond, vous avez deux définitions, là aussi, dans le vocabulaire des sciences politiques. C'est soit l'État profond qui est tenu par les services secrets, c'est la Russie, par exemple, ou le contre-pouvoir religieux, c'est celui des confréries soufis. Bon. Voyez un exemple tout à fait intéressant, très ambivalent, parce que c'est les deux, en définitive, c'est le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, c'est à la fois un pouvoir tenu par des généraux et les services secrets, pouvoir très léniniste dans son organisation, c'est-à-dire avec un pouvoir en silo. Tout est extrêmement étanche, extrêmement opaque, et en même temps, ces généraux sont tous rattachés à une confrérie soufie. Donc, on a parfois des configurations duales, bien sûr. Bon, en tout cas, l'Ouzbékistan est un pays certes dynamique, mais qui pourrait, hypothèse du pire, qui est toujours à envisager bien sûr, confronté à une situation à l'égyptienne. C'est-à-dire soit des hommes forts qui prennent le pouvoir, comprenez, bon, aujourd'hui c'est un laïc, le dénommé Mirzoïev, et comme je l'ai dit, il devrait venir à Paris le 20 mars prochain, mais son successeur pourrait très bien être un militaire. Ça, c'est la première alternative. L'autre alternative, ce sont les islamistes, d'où la configuration à l'égyptienne, bien sûr. Et cette hypothèse est une hypothèse que l'on peut généraliser à l'ensemble de l'Asie centrale. Donc, on a des pouvoirs qui semblent stables, en apparence, mais qui sont travaillés, évidemment, de l'intérieur par des revendications identitaires, sociales, politiques, très nombreuses, bien sûr. Troisième pays, pour accélérer et dire les choses rapidement, le Turkménistan. Donc ce pays qui jouxte la mer Caspienne et qui est frontalier de l'Iran. Alors c'est un pays tout à fait étonnant, un pays à la Tintin, empire. C'est l'un des régimes les plus totalitaires du monde. Avec la Corée du Nord et l'Érythrée. Alors là aussi, pour éviter les conversations très générales, qu'est-ce qu'un régime totalitaire par rapport à un régime autoritaire, etc., la définition pérenne qui nous est donnée par Hannah Arendt est la meilleure. Premier critère, et c'est le critère le plus déterminant, un régime totalitaire confond systématiquement les structures d'un État avec l'existence d'un parti unique. Et le Turkménistan, de ce point de vue-là, est on ne peut plus totalitaire, avec un culte de la personnalité du dirigeant absolument délirant. Pays évidemment qui n'intéresse personne, et pour cause, c'est un pays sous-peuplé, 3 millions d'habitants. Il n'a pas l'arme nucléaire, à la différence de la Corée du Nord, donc ça fait quand même une
grosse différence. En revanche, c'est l'un des pays gaziers les plus riches du monde. Donc tout le monde s'y intéresse sans trop le mentionner. C'est-à-dire que le Turkménistan aurait les ressources gazières équivalentes à celles de l'Azerbaïdjan voisin. L'Azerbaïdjan se trouve de l'autre côté de la mer Caspienne et du Qatar réunis. Donc c'est énorme. Et donc, quand ce régime aura un problème de succession, on peut supposer que de grandes puissances s'y intéresseront. Voilà. Voire des puissances régionales telles que l'Iran, précisément. Donc ça, c'est un pays à énigme. Et un pays qui a un patrimoine par ailleurs tout à fait intéressant, mais pays on ne peut plus fermer, véritablement. Donc à la différence, pour ne citer que 2 exemples, des Kazakhstanais ou des Ouzbeks, ces derniers voyagent. Quand ils ont un peu d'argent, ils voyagent, ils vont à Paris, ils vont à Londres, etc. Les Turkmènes n'ont pas le droit de voyager. C'est aussi simple que ça. La population est évidemment tenue. Bon. Et alors les 2 autres pays qui, là encore, posent des problèmes quant à l'avenir, mais pour des raisons autres, ce sont les pays qui se situent à l'est sur la carte, donc en jaune et en orange, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Donc ces pays n'intéressent personne et pour cause, ils ne produisent rien. Bon, donc des pays très pauvres, très pauvres, hein, c'est-à-dire que d'après le PNUD, le bien nommé, eh bien le revenu moyen mensuel d'un Kirghize est de $60. Donc vous êtes en deçà du seuil de pauvreté. De même au Tadjikistan. Donc, quand vous êtes kirghize ou tadjik, il n'y a pas d'autre solution. D'abord, il n'y a aucun avenir dans chacun de ces pays. Donc, il n'y a que 2 solutions fondamentalement. Soit de partir comme migrant en Fédération de Russie pour aller travailler dans le BTP. Généralement, c'est là où on les retrouve. Être victime, évidemment, de toutes les exactions possibles et inimaginables. L'extrême droite russe s'en pourlèche les babines. Vous avez tous les jours ou presque des faits divers dans la presse russe qui vous disent que tel ou tel Tadjik a été assassiné. Bon. Donc, exploité par les magnats du BTP de la Fédération de Russie. Et dans le pire des cas, depuis 2022, si jamais ils sont attrapés sans papier, et c'est souvent le cas, et d'après Marlène Laruelle et Sébastien Pérouse, il y aurait 4 millions de centres asiatiques en Fédération de Russie, ce qui est quand même considérable. Hein. Et s'ils sont attrapés par la police russe, ils sont remis directement à l'armée russe. Et on les envoie sur le front ukrainien. Et ils sont soumis à la double peine, c'est-à-dire qu'ils sont déchus de leur nationalité d'origine. Donc cette affaire qui peut paraître marginale prend des proportions politiques très très importantes dans la relation très compliquée qu'ont noué les pays de l'Asie centrale avec la Russie précisément. Vous avez là des tensions très très fortes entre Moscou et ces différents pays. Bon. L'autre chose à dire, comme je le disais à l'instant, l'autre alternative possible pour ces jeunes hommes, c'est le djihadisme, évidemment. Le djihadisme se développe sur le lit de la misère de ces sociétés. Hein. Et donc, ce sont des pays d'autant plus vulnérables que là aussi, vous avez un déterminisme géographique, ce sont des pays de montagne. Donc les maquis sont relativement faciles à créer. Ce ne sont pas des pays de plaine. Donc on y pratique la guérilla, et plus si affinité, c'est-à-dire que
très vite, vous êtes coopté pour aller en Afghanistan et rallier soit les maquis de Daesh, soit les maquis d'Al-Qaïda. Et comment tiennent justement ces maquis? Eh bien, grâce à l'argent de la drogue. Voilà. Et le problème numéro 1 pour toute l'Asie centrale et pour les pays riverains, ce sont les narcotrafics, bien sûr, qui minent toute la société russe, toute la société iranienne aussi, qui depuis très longtemps a des démêlés avec les Afghans qui eux-mêmes sont souvent des migrants clandestins vivant en dehors de l'Afghanistan et réfugiés en Iran. Et puis le pays qui s'inquiète le plus du développement des narcotrafics dans la région, c'est évidemment la Chine. Car pour la Chine, le problème de la drogue est un problème historiquement très sensible. Bien sûr, on a tout de suite en pensée les guerres de l'opium. Le dernier régime impérial de la Chine, la dynastie des Qing, 1644-1911, s'effondre du fait même des guerres de l'opium. Bon. Donc on prend très très au sérieux le problème de la drogue. Si bien que, et je vais enfin basculer sur la Chine, si bien que la Chine a développé toutes sortes de moyens et de dispositifs pour être de plus en plus en situation, non pas de contrôle, mais en situation de maîtrise, précisément, de la région. Alors, quelques mots par ailleurs sur le Tadjikistan, qui est sans doute l'un des pays les plus intéressants de la région. C'est un pays qui culturellement se distingue de tous les autres parce que c'est un pays qui n'est pas turcophone. Hein. Donc c'est une enclave singulière, c'est une enclave persanophone. Alors c'est pas la seule région en Asie centrale où l'on parle le persan. Toutes les oasis de l'Ouzbékistan, donc Boukhara, Riva, Samarcande, sont des oasis persanophones aussi. Il ne faut pas oublier que le persan, jusqu'au début du XXe siècle, est l'une des grandes langues véhiculaires de toute l'Asie centrale et au-delà. Nehru, par exemple, l'un des cofondateurs de l'Inde indépendante, comme tout brahmane qui se respectait, parlait couramment le persan. Le persan est la langue de l'élite. Aujourd'hui encore, chez les Ouïghours en Chine, le persan est la langue de l'exégèse coranique. Donc, quand vous rencontrez des mollahs ouïghours suffisamment charpentés, eh bien, ils parlent bien sûr le chinois, la langue du vainqueur, le ouïghour, langue vernaculaire, le persan et l'arabe. Donc ce sont des gens parfaitement polyglottes. Alors ça, nous l'avons oublié, mais pas les Iraniens par ailleurs, qui essayent de mettre en avant justement cette antériorité pour faire valoir le prestige de leur civilisation, ce que personne ne leur dénie évidemment. Bon. Mais en tout cas, le Tadjikistan est un pays persanophone et extrêmement intéressant, beau à souhait, c'est-à-dire avec de très hautes montagnes, mais malheureusement miné par la question du terrorisme. Alors, c'est la raison pour laquelle les Chinois interviennent sur plusieurs volets. Tout d'abord par l'établissement de relations bilatérales. Il faut rappeler que la Chine et son partenaire privilégié dans la région, à savoir le Pakistan, a été le premier État en 1991 à reconnaître l'indépendance de ces anciennes républiques de l'Asie centrale. Donc dès 1991, vous avez partout, à Bishkek, à Tachkent, à Astana, des ambassades chinoises qui s'ouvrent, et réciproquement, bien sûr. Rappelons que du côté occidental, la France a été l'un des tout premiers pays, à l'époque de François Mitterrand, à reconnaître l'indépendance des pays de l'Asie centrale. Et Mitterrand, d'ailleurs, sera le premier chef d'État occidental à se rendre dans ces pays. Bon.
Donc il y a, par ailleurs, je fais une petite digression, mais il y a un précédent français dans la région, qui est particulièrement utile depuis lors, d'un point de vue de notre diplomatie économique, vous l'avez compris. Bon. Donc relations bilatérales et relations à la chinoise, c'est-à-dire très pragmatiques au cas par cas, en évaluant évidemment les intérêts. On est dans la réelle politique pure. Alors, on commence généralement par le plus lointain pour se rapprocher de ce qui nous est de plus près. Je m'explique autrement. Le grand coup sur le plan économique réalisé par les Chinois, c'est ce que j'explique dans l'un de mes livres, c'est l'établissement d'accords gaziers entre le Turkménistan et la Chine en 2009. Accord quasi exclusif, alors que le Turkménistan faisait partie du précaré russe. Aujourd'hui encore, sur le plan militaire, le Turkménistan est un pays qui accueille 13 000 gardes frontières russes. D'ailleurs, on se demande quelle est véritablement leur utilité, sachant qu'il y a, malgré le totalitarisme ambiant du régime, des narcotrafics et puis des razzias qui sont organisés par des Afghans sur le territoire turkmène. Bon, mais en tout cas, officiellement, les Russes sont encore présents dans le pays, sauf que les Chinois, en 2009, leur ont fait un enfant dans le dos. On signe un accord gazier quasi exclusif avec Ashgabat, la capitale turkmène. Et ça, c'était évidemment très intéressant parce que c'était une façon de dire l'Asie centrale, d'abord, ça ne vous appartient pas, chers amis russes, et d'autre part, manifestement, les acteurs de l'Asie centrale veulent travailler avec nous. Dont acte. Bon. Dans le même contexte, chose très intéressante, ce pays clé qui constitue, comme je le disais, la clé de voûte de l'Asie centrale, savoir donc l'Ouzbékistan. Vous voyez, l'Ouzbékistan, ce pays en bleu mauve, s'il venait à s'écrouler, c'est comme un château de cartes, tout s'écroule. C'est vraiment l'état central de l'Asie centrale. Et ça, évidemment, les Chinois ont tout de suite compris. Donc, avant même de signer cet accord avec les Turkmènes, parce que vous imaginez faire venir du gaz, c'est pas par des camions citernes. Hein. Il faut des gazoducs, bien sûr. Et donc les gazoducs passent par où? Ils passent par l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Ça veut dire qu'il faut sanctuariser toute la zone. Donc, stratégie à la fois bilatérale, mais aussi multilatérale, qui concerne l'ensemble des pays de la région. Et là, de ce point de vue-là, la Chine est à la fois, je dirais, géniale, et en même temps, on ne peut plus prévisible, c'est-à-dire que vous avez un symétrique de situation. Quand elle entreprend quelque chose, c'est toujours dans un espace beaucoup plus généralisé. Vous voyez, c'est pas le Turkménistan seul, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, dès 2004, signe a priori assez anecdotique, mais il faut toujours être très vigilant justement sur des choses qui paraissent au départ marginales, surtout lorsqu'elles émanent de la Chine. En 2004, on crée à Samarcande, en Ouzbékistan, le premier institut Confucius de l'histoire. Premier institut, 2004. 21 ans plus tard, donc 2025, on en est à 510 instituts Confucius de par le monde. Vous voyez, en moins d'un quart de siècle, on a pu multiplier par 500, par plus de 500, le nombre d'instituts Confucius. Très bel institut Confucius, d'ailleurs, dans l'ancien quartier russe de la ville de Samarcande. Bon, mais c'était une façon d'annoncer encore autre chose. De dire, bon, nous avons co-créé avec la Russie l'Organisation de coopération de Shanghai en 2001. Il faut absolument aussi que l'Ouzbékistan soit des nôtres, soit de la partie, et que l'on crée en Ouzbékistan
des organes de décision qui confèrent précisément à l'Ouzbékistan un lieu et un statut central. Bon. Et CQFD, donc, pratiquement la même année, est créé le bureau du renseignement de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette fois-ci à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Alors, à quoi sert ce bureau? Grosso modo l'équivalent d'Interpol, mais avec des missions assignées aux États signataires qui sont les suivantes. Lutter, je cite, contre l'indépendantisme, contre le séparatisme et contre le terrorisme. Vous avez 3 ismes qui ponctuent ce qui peut s'apparenter à une charte de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et en fait, quand vous êtes un dissident de Chine, par exemple, vous êtes un Ouïghour, vous vous réfugiez au fin fond du Kirghizistan ou du Tadjikistan, si la police locale vous rattrape, comme votre État a ratifié les accords de l'Organisation de coopération de Shanghai, eh bien la police se doit de vous remettre à la police chinoise. C'est ça. Bon. Mais ça veut dire aussi une coopération économique tous azimuts. Et une volonté, surtout pour la Chine, encore une fois, de sanctuariser l'ensemble de ces territoires pour être sûr de ne pas être prise à défaut pour le cas où il y aurait une crise majeure avec les États-Unis et que les Américains bloqueraient un certain nombre de passages maritimes, comprenez notamment le détroit de Malacca, pour être alimentés précisément en hydrocarbures. Et depuis lors, l'Organisation de coopération de Shanghai, pour laquelle la Chine est l'un des acteurs les plus actifs aux côtés de la Russie, mais beaucoup plus encore que la Russie, regroupe 46% de la population mondiale. Donc c'est la 2e instance internationale la plus importante après l'ONU. Et l'objectif est clair pour la Chine, c'est de créer une alternative à l'ordre international tel qu'il a été créé par les Occidentaux en 1945. Donc, nouvelle organisation internationale et une volonté surtout de créer une sorte de glacis autour de la Chine. Vous voyez, c'est très clair, les avancées justement de la diplomatie chinoise montrent que la Chine, par ailleurs, ne s'arrête pas à l'Asie centrale. Elle connecte l'Asie centrale au Moyen-Orient. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on intègre. On intègre tous azimuts. Le dernier État d'importance à avoir été intégré dans l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est l'Iran. Vous voyez? Et l'Iran se trouve dans le prolongement, évidemment, de ce dispositif. Alors, avec l'Iran, d'ailleurs, disons quelques mots sur l'Iran. A été signé en 2021 un accord commercial avec la Chine de 400 milliards de dollars de projets d'infrastructure. C'est le projet le plus ambitieux au niveau bilatéral depuis l'histoire du XXe siècle. Et suite à la signature de cet accord, donc l'Iran a intégré l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, d'aucuns diront que c'est un peu la nef des fous, l'Organisation de coopération de Shanghai. Il est vrai que vous avez des États dont les intérêts sont profondément antagonistes. Les deux auxquels je pense plus particulièrement sont respectivement l'Inde et le Pakistan, qui en sont membres depuis 2017. Il n'y a pas de relation plus conflictuelle potentiellement qu'entre le Pakistan et l'Inde. Et pourtant, ces deux États font partie de la même organisation. Il faut sans doute y voir une façon pour la Chine comme pour la Russie de neutraliser quelque peu les ambitions de l'une ou de l'autre, en intégrant systématiquement une puissance contraire. Vous voyez, l'Inde a toujours joué la carte de la Russie, tandis que la Chine a toujours joué la carte du Pakistan.
Donc on le voit bien, il y a une volonté justement de trouver un certain équilibre, et c'est vrai aussi dans la diplomatie des BRICS. On parle désormais des BRICS+, depuis l'intégration de 10 nouveaux autres États qui, pareillement, même configuration, ont souvent des relations très antagonistes. Je pense tout particulièrement à l'Éthiopie et à l'Égypte, qui se disputent les sources du Nil, bien sûr, et comme par hasard, ces deux États intègrent la même organisation. Alors, c'est une volonté pour la Chine d'adopter une démarche, on ne peut plus, inclusive. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que d'une manière générale, ça a plutôt payé. Bon. Et ce qui est intéressant, et je vais pratiquement conclure pour passer aux questions, c'est de voir que nous assistons peut-être à un moment chinois dans l'histoire de l'Asie centrale. C'est-à-dire que la Russie est quand même engluée dans cette affaire ukrainienne, bon, dont elle devrait se sortir, il faut quelque part s'en féliciter aussi, mais entre-temps, c'est-à-dire durant 3 ans, cette situation aura très largement profité à la Chine. Sur le plan économique, on le sait, malgré les sanctions américaines qui se profilent ou qui existent déjà, mais la Chine n'abandonnera certainement pas la Russie parce que c'est pour solliciter, si vous voulez, une autre métaphore, un peu comme si vous mettiez une prise de courant en contact direct avec votre voiture. Hein. L'alimentation est permanente. Hein. La Russie peut fournir pour des siècles du pétrole et du gaz, et pour pas cher, pour les intérêts chinois. Donc il y a fort à parier, évidemment, que cette relation ne sera pas dénoncée par les Russes vis-à-vis des Chinois, parce qu'on dit sans doute à tort qu'il s'agirait peut-être d'une option envisagée par Donald Trump de pratiquer ce que l'on appelle dans le jargon des internationalistes un Nixon in reverse, c'est-à-dire dissocier la Russie de la Chine, alors que à l'époque de Nixon, précisément, la Chine avait été associée aux États-Unis contre la Russie. Bon. Mais en réalité, ce duopole russo-chinois va durer. En tout cas, il durera assurément tant que Vladimir Poutine et Xi Jinping vivront. Parce qu'en fait, c'est une relation essentiellement d'homme à homme. C'est une relation très particulière. Bon. Donc fragile, évidemment, parce que rappelons que ces hommes sont de la même génération et qu'ils ne sont pas, évidemment, éternels. Bon. Ce qui me fait dire que l'Asie centrale connaît peut-être son moment chinois, c'est 2 choses, d'un point de vue purement conjoncturel. Tout d'abord, septembre 2022, lorsque l'Organisation de coopération de Shanghai a organisé un sommet à Samarcande, 2e ville de l'Ouzbékistan. Donc, énorme succès par ailleurs pour la diplomatie ouzbèque, hein, qui accueillait plusieurs dizaines de chefs d'État. Et à cette occasion, chose très, très intéressante, Vladimir Poutine a affirmé qu'il s'agirait, je cite, de créer un nouvel ordre international plus juste, etc. etc. Xi Jinping a acquiescé, dit de même, tout en critiquant nommément Vladimir Poutine de ne pas avoir respecté la souveraineté du Kazakhstan en intervenant au Kazakhstan au mois de janvier 2022. Donc les Chinois, fidèles à eux-mêmes, ne dénonçaient pas une situation présente, comprenez donc l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En revanche, ils dénonçaient une situation antérieure, la supposée agression de la Russie contre le Kazakhstan en janvier 2022. Donc on pouvait y voir déjà une façon de régler ses comptes et de prendre une certaine distance vis-à-vis de Moscou. Premier point. Et deuxième point, en avril 2023, cette fois-ci, la Chine a organisé un autre sommet, mais je dirais presque à huis clos,
entre les États de l'Asie centrale et la Chine, à Xi'an, donc ancienne capitale impériale de la Chine, hein, d'où partaient, dit-on, les routes de la soie. Bon, donc tout un symbole, évidemment, c'est lié au soft power chinois que ce choix. Et signe des temps, la Russie n'était pas invitée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que pour le moment, la Russie n'a évidemment pas les moyens de critiquer cet entrisme chinois. Et d'une manière générale, on dit que la Russie et la Chine sont plutôt associées dans tous les domaines sans qu'il y ait véritablement une concurrence. Mais je crois depuis très très longtemps que cette relation entre Moscou et Pékin est une relation de pure circonstance. Car on le sait historiquement, les deux pays ont rompu en 1960, c'est le fameux schisme sino-soviétique, et ils avaient rompu pas seulement pour des raisons idéologiques, pour des raisons éminemment stratégiques aussi. Donc cette relation est labile, elle est mouvante. Et donc, encore une fois, elle est très fragile. Et l'Asie centrale, de ce point de vue-là, est un laboratoire d'observation tout à fait intéressant pour voir justement quelles sont les forces en présence. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr, que j'ai abordées dans mon livre, d'où le titre de très grand jeu qui, comme il était rappelé un instant en introduction, à la différence du grand jeu, ne met pas seulement aux prises que deux acteurs, en l'occurrence la Grande-Bretagne et la Russie au XIXe siècle. C'était le principe du Great Game, notion qu'avait forgé l'écrivain Kipling. C'est désormais le très grand jeu, c'est-à-dire que vous avez des acteurs de régions un peu plus périphériques. Bien sûr la Turquie, qui s'intéresse de plus en plus à la région, et pour des raisons tout à fait louables et culturellement légitimes, c'est un espace turcophone. Bon, donc, mais vous avez aussi le Qatar, vous avez bien sûr l'Iran, hein, qui est en attente d'une évolution de la situation, et puis l'Inde, ne pas l'oublier, qui est l'un des grands acteurs émergents, et qui commence déjà à utiliser certaines régions de l'Asie centrale comme lieu de rivalité avec la Chine. Je pense en particulier au Baloutchistan, l'une des régions du sud-ouest du Pakistan. Et puis, je dirais que les deux régions, les deux États ou acteurs plus précisément, qui eux restent des grands marginaux, qui sont hors jeu de ce grand jeu, ce sont les États-Unis et bien sûr l'Union européenne, si l'on exclut évidemment les démarches courageuses qui ont été faites par Emmanuel Macron à plusieurs reprises au sujet de chacun de ces pays. Mais ça, c'est la grande nouveauté, les États-Unis se sont exclus de ce grand jeu. Et d'une manière assez piteuse, il faut bien le dire, hein, c'est-à-dire avec le retrait en août 2021 des derniers GIs de Kaboul. Donc vous vous souvenez de ces images qui en rappelaient d'autres, évidemment. Le départ, là encore, forcé des Américains, cette fois-ci de Saïgon en 1975. Hein. Il y a eu comme ça une sorte de congruence entre les images de l'actualité tout à fait saisissantes. Alors pourquoi les Américains se désengagent de cette région? Parce que, ils ont beaucoup investi et à perte. Et de ce point de vue-là, Donald Trump n'a pas tout à fait tort. Hein. La seule présence américano-occidentale, bon, ce sont essentiellement les Américains qui ont mis la main au portefeuille en Afghanistan de 2001 jusqu'en 2021, 20 ans quand même, 20 ans, 2000 milliards de dollars. Et pour un résultat nul. C'est-à-dire retour des talibans, instauration de la charia, un pays totalement affamé, enfin bon, résultat nul. Bon. Sur le plan économique, on pourrait croire que, non, ça ne les intéresse pas, et pour cause, les États-Unis produisent du pétrole et du gaz de schiste. Donc,
c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Et on peut y voir, peut-être d'ailleurs cyniquement, une façon pour les Américains de vouloir délibérément attirer les Chinois dans la poudrière de l'Asie centrale et en particulier de l'Afghanistan. C'est-à-dire que, bon, on le sait, ce qui s'est produit notamment en Afghanistan dans les années 80 était une guerre d'attrition qui a été programmée par les Américains et leurs alliés de l'époque, les Pakistanais, par l'intermédiaire des moudjahidines armés, contre l'Union soviétique, et l'Afghanistan a été un Vietnam soviétique. Bon. Il ne serait pas surprenant qu'en haut lieu, les Américains envisagent de réutiliser à terme l'Asie centrale et notamment l'Afghanistan pour affaiblir la Chine. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, merci. Alors, n'hésitez pas à me poser 5-6 questions. Les livres sont dehors. Je me ferai un plaisir de vous les dédicacer. Voilà. Mon cher Pietro, vous avez un micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous passe le micro. Bon, c'est juste un petit retour en arrière. J'ai découvert qu'il y a un pays que je ne connaissais pas. C'est l'ancien royaume de Bactriane, 3000 ans avant Jésus-Christ, qui avait des richesses. J'ai vu des magnifiques pièces en or dans ce royaume-là. Oui, c'est l'histoire de l'Antiquité de l'Asie centrale. Absolument, c'est fort bien documenté. Et la Bactriane recouvrait une région située entre le sud du Kazakhstan actuel et de l'Ouzbékistan pour l'essentiel. Et ça a été une région effectivement très très riche, extrêmement riche. Et c'est à la Bactriane que l'on doit très certainement le lancement des premiers tracés des routes de la soie. C'est depuis la Bactriane que les missionnaires sogdiens, en particulier, se rendaient jusqu'en Chine et que les sogdiens ont été des médiateurs culturels à leur manière, transmettant par la même, alors cette fois-ci au début de l'ère chrétienne, donc beaucoup plus tard, transmettant le bouddhisme depuis l'Inde via l'Asie centrale à la Chine. Donc c'est une région intermédiaire à tout point de vue. On n'a pas eu le temps malheureusement de développer cette partie-là, mais elle est tout à fait passionnante, y compris pour qui s'intéresse à l'art gréco-bouddhique, qui est un art de synthèse précisément entre la Grèce et l'Inde, et qui dans ses canons esthétiques a influencé et circulé jusqu'au Japon. Donc il y a là véritablement une matrice très importante pour l'ensemble des peuples de la région. Y a-t-il d'autres questions? Nicole? Non. Oui, je reviens sur la Russie qui était en Afghanistan dans les années 80 et qui cherchait, comme vous le disiez sûrement, un débouché vers l'océan. Et là, on se rend compte quand même qu'ils ont reculé et qu'ils sont complètement isolés. Et ma question, c'est surtout pourquoi la Russie, au lieu de s'attaquer à l'Ukraine côté Europe, n'essaye pas de reconquérir des possibilités d'aboutir à l'océan par ce côté-là. C'est peut-être le prochain objectif de Vladimir Poutine, précisément. Ça, on n'est pas dans le secret des princes. Mais vous avez raison. Je pense que y a plusieurs choses, et cela a été démontré depuis ces 3 dernières années. Soit on a une politique, en effet, rationnelle, en se disant, et c'est ce que vous soulevez en effet, l'accès le plus direct géographiquement
aux mers chaudes, c'est l'Asie centrale et certainement pas l'Ukraine. À l'exception peut-être effectivement de la région d'Odessa, qui permettrait de donner accès ensuite au Bosphore, etc. Bon. Mais on revient toujours à des fondamentaux sur le plan politique, c'est-à-dire que la Russie de Vladimir Poutine est autrement rationnelle que nous le sommes. C'est-à-dire qu'il y a des sensibilités qui expliquent sans doute des choix tragiques, comme celui de la guerre russo-ukrainienne, mais qui ne sont a priori conditionnés par aucune motivation économique, à l'exception du Donbass, on le sait, qui depuis toujours est une région clé dans l'histoire notamment de l'ex-Union soviétique. Mais c'est un peu d'ailleurs pour déporter le sujet vers une autre région tout aussi sensible, ce que l'on pourrait dire aussi de la relation entre la Chine et Taïwan. Aucun intérêt à annexer Taïwan, et surtout par la force. Aucun. Ça serait totalement contre-productif. En termes d'image, ça serait désastreux. Mais bon, est-ce que Xi Jinping est sensible à la question de l'image? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, contre-productif quand vous savez que 40 millions d'emplois en Chine continentale dépendent des multinationales taïwanaises. Donc, si vous envahissez Taïwan, vous vous tirez une balle dans le pied. Bon. Et pourtant, c'est dans l'air. Voilà. Donc, on a affaire à deux hommes au parcours parallèle et assez identique. Vladimir Poutine, Xi Jinping sont des enfants du stalinisme. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, ça peut expliquer beaucoup de choses. Et le moteur pour chacun de ces hommes, sans faire de la psychologie de bazar, c'est la frustration. Ce sont de grands frustrés. Frustrés d'un point de vue territorial, évidemment, frustrés dans une volonté d'en découdre, c'est-à-dire avec une rhétorique nationaliste et revancharde par rapport à l'Occident. Voilà. Quoi qu'il en coûte. Et ça, on peut difficilement lutter contre, avec des arguments rationnels, précisément. Mais on a affaire, pour apporter la contradiction par rapport à notre ancien président Hollande, on n'a pas du tout affaire à des hommes normaux. C'est clair. Ce ne sont pas des présidents normaux. Et en termes d'impérialisme territorial, on voit les USA qui exposent froidement leur vue sur le Canada, le Groenland et le Panama, tout ça. On a l'impression d'assister à une sorte de relocalisation des enjeux, parce que c'est à proximité quand même. Donc ils se désintéressent complètement de cette zone. Ils laissent un boulevard aux Chinois, bizarrement, parce que s'ils veulent couper la Russie de la Chine, là ils donnent quand même des munitions à la Chine, parce que si la Chine met la main sur les richesses d'une façon ou d'une autre du Kazakhstan. D'ailleurs, vous n'avez pas parlé de la population du Kazakhstan, je ne la connais pas, c'est combien? Moins de 20 millions, c'est 18 millions. Ah ouais, pour un territoire comme ça, on se demande vraiment comment les Russes n'y sont pas rentrés, quoi. Mais la question porte plutôt sur les États-Unis et cette relocalisation des enjeux, parce que tout le monde cherche un peu à proximité de chez lui, quoi. Oui, et vous avez tout à fait raison. C'est vrai aussi pour la Chine non pas de se replier sur elle-même, mais en tout cas de consolider ses acquis et de consolider sa périphérie. Sur le plan économique, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est l'Asie centrale, ça peut être effectivement Taïwan, mais en tout cas, on voit les réactions en Asie, dans les pays alliés des États-Unis, les réactions de très grande inquiétude des Japonais, des Sud-Coréens, des Taïwanais, depuis la rencontre houleuse entre Zelensky, Trump et Vance. C'est-à-dire que, à contrario, les Chinois sont confortés dans leur analyse quand ils avaient dit aux Taïwanais, vous voyez, août 2021, les Américains quittent Kaboul. Ça veut dire qu'ils ne vous appuieront pas. Les événements récents semblent vouloir leur donner raison. Pourquoi? Parce que d'ailleurs les républicains et les Américains en général sont d'un cynisme absolu, et
n'ont pas hésité à dire, certains grands sénateurs républicains américains, le jour où Taïwan aura cédé la main dans la fabrication des microprocesseurs, rappelons que Taïwan fabrique 80% de nos microprocesseurs, soit à Taïwan même, soit sous licence taïwanaise. Cet ordinateur, cet iPhone ne fonctionnerait pas sans la technologie taïwanaise. Le jour où les Américains, de ce point de vue-là, auront rattrapé leur retard, Taïwan ne sera plus utile pour les Américains. Et certains républicains l'ont clairement dit. Donc ça ne serait pas une surprise. Bon, ça veut dire que nous allons affronter des périodes qui s'annoncent difficiles, mais forcément, ce sont des périodes de vérité. Et donc, enfin, nous allons maturer, je pense. En tout cas, nous, Européens, et sans doute Asiatiques aussi. Par exemple, depuis une semaine, en Corée du Sud, on lit dans les journaux le fait qu'on envisage sérieusement de se doter de l'arme nucléaire. Vous voyez ? Les Japonais de même. Bon, ben voilà. Merci, bon appétit et à bientôt.